Jean Mermoz, sur la route de Laurence d'Arabie, une page de l'histoire de France, l'envol de l'Archange. Mermoz, Migeot, d'azur et de sable. Marcel Migeot, aviateur dans l'armée de l'air, a choisi de servir au sein de l'aviation française au Levant à la même période que Jean Mermoz. Mermoz, il l'a croisé, il l'a connu. Ils s'étaient tous les deux, Marcel et Jean, portés volontaires dans l'armée du Levant. De même âge, de même grade, aussi rebelles de caractère, ayant fréquenté les mêmes lieux à la même époque, tout laisse imaginer que ces deux hommes ont subi de semblables conditions de vie et de séjour. Marcel Migeot a donc servi à Der es-Zor. Les détails, les péripéties de ce séjour en Syrie, ses états d'âme, il les a consignés dans ses mémoires, qu'il publiera plus tard dans son ouvrage d'Azur et de sable. De Migeot, de l'époque de Der es-Zor, il reste des photos, outre son livre. De Jean Mermoz, il ne reste pratiquement rien de cette période, mis à part ce que Marcel Migeot et Joseph Kessel ont écrit sur lui, ainsi que les photos d'autres pilotes, observateurs et légionnaires qui ont servi dans l'armée du Levant à quelques années de là. Faudrait-il rappeler qu'en ce temps, rien ne prédestinait l'un et l'autre à ce qu'ils allaient devenir. L'un sera une figure emblématique dans le monde de l'histoire de l'aviation, l'autre, un peu moins connu, sera l'écrivain par qui cette période nous est contée. C'est donc au travers de ce livre de Marcel Migeot, d'Azur et de sable, que nous accompagnerons Jean Mermoz et reverrons la scène des événements du Levant en 1922 et 1923. Nous y revivrons la propagande de la France des colonies et le rôle de l'armée du Levant sur le théâtre des opérations extérieures de pacification. Nous disions l'Empire. C'était suffisant. Cela signifiait l'Empire colonial français. Permet, en se réglant sur État du Levant, d'obtenir toutes les informations nécessaires concernant ces pays. Le soldat français apporte avec lui la sécurité. Chaussés de leurs skis, ils patrouillent dans la vallée des Saints et se dirigent vers les cèdres sacrés. Dans son voyage en Orient, Lamartine raconte qu'il a été empêché d'arriver aux arbres par 14 pieds de neige accumulés dans un vallon étroit qu'il aurait fallu traverser. Ces arbres, écrivait le poète, sont les monuments naturels les plus célèbres de l'univers. Dans les années 30, une sorte de mode de vie confortable s'instaure petit à petit pour les militaires et les fonctionnaires français. Des amis, des parents viennent en touristes. On fait du ski aux cèdres du Liban. Toute une littérature vante la douceur du climat, la végétation luxuriante, le charme indéfinissable de l'Orient. Les habitants sont intégrés à ce décor. Farouches druzes, artisans des souks, mendiants pittoresques.
La place des Canons, telle qu'elle était. C'est aussi pendant 15 ans une période de réalisation française qui changeront le visage de la Syrie. Barrages sur l'Euphrate, centrales électriques, routes et chemins de fer, postes et télégraphes, filatures et fabriques. Service des douanes, service des phares, de climatologie, de contrôle vétérinaire, contrôle bédouin, office pharmaceutique. Tout en se rebellant souvent contre la mainmise de la France. L'histoire de Jean Mermoz comme nous la narre Marcel Migeot. Il est né le 9 décembre 1901 à Aubenton, dans l'Aisne. Il souscrit le 26 juin 1920 à un engagement de 4 ans dans l'armée. Sur les conseils d'un ami, Max Delty, artiste de music hall, il opte pour l'aviation. Après 4 mois de classe de pilotage au Bourget, il est envoyé à Istres comme élève pilote. Le 29 janvier 1921, après 2 tentatives infructueuses, le soldat Mermoz passe les épreuves du brevet de pilote sur Caudron G3. Il obtient son brevet le 8 février 1921. En avril, il est affecté à la 7e escadrille du 11e régiment de bombardement, basé à Metz-Frascati. Il est nommé caporal. 9 septembre 1922, Marseille. Le bateau André Chénier est à quai pour recevoir les volontaires au départ pour Beyrouth. Sur le pont, 400 militaires affectés à l'armée du Levant. Ils sont accompagnés de matériel, de vivres et à fond de cale de quelques tonnes de munitions. Chargement dangereux si l'on songe que la fin de la Grande Guerre n'est pas loin et que des mines en assez grand nombre flottent encore entre 2 eaux dans la Méditerranée. Le hasard d'une fatale rencontre avec l'un de ces engins et c'en aurait été fini de l'aventure vers laquelle s'en allait Jean Mermoz. La sirène du bateau avait retenti, Marseille s'éloignait lentement sous le regard de tous ces jeunes hommes émus et silencieux qu'on arrachait à leur pays, à leur maison, à leur famille. 5 jours de traversée sur un vieux cargo secoué par la tempête en Méditerranée, une expérience à la fois douloureuse et édifiante. Le bateau avait à peine gagné la haute mer que les vagues s'étaient creusées, durcissant les mouvements de tangage et de roulis. Les soldats s'étaient précipités en hurlant vers les escaliers pour prendre d'assaut les couchettes supérieures. Ils se préservaient ainsi des lamentables conséquences du mal de mer dont serait atteint le camarade plus haut perché. Les sous-officiers, au reste relativement peu nombreux, ne pouvaient endiguer le déferlement des hommes qui se bagarraient pour être les premiers à prendre la meilleure place. Il fallait nourrir 400 bons hommes. La soupe, de la viande et des pommes de terre circulait portée dans de grandes marmites tout au long de l'entrepont. Le mal de mer était répandu. Certains, fortement atteints, allaient titubant et vomissant à même le plancher. Les latrines offraient le spectacle le plus lamentable, le plus dégradant au possible. Certains ne s'y rendaient que la nuit avec une sorte de gêne. Ces latrines étaient une longue ouverture sur la mer hors de la coque. Tout au long de cette ouverture, côte à côte, des espèces de rampes recourbées auxquelles le patient accroupi devait s'agripper. Exercice souvent périlleux à cause du roulis et du tangage. Des types venaient là pour faire leurs besoins, bien sûr, mais certains s'y attardaient en bavardant avec leurs voisins. Ils parlaient de leur situation présente, se plaignant du sort qui leur était réservé, du pays, des parents, des filles. De temps à autre, secoué par une vague énorme, il lâchait un juron, restait là, accroupi, le pantalon relevé sur les genoux, les mains étreignant la rampe, silencieux comme prostrés. D'autres, après avoir requêté douloureusement,
rendait le peu qui restait dans leur estomac. Cinq jours plus tard, l'André Chénier arrivait devant Beyrouth. En quelques minutes, le pont grouillait de tout ce que le bateau renfermait de soldats, de marins. Beyrouth apparaissait au pied des montagnes, baignée de soleil, en toute beauté. Ce contingent de militaires envoyés sur ce qu'on appelait les TOE, les théâtres d'opérations extérieures, le mot opération ayant un sens assez vague, n'osait pas donner son véritable nom à ces occupations de territoire accordées à la France et à l'Angleterre par les traités qui avaient mis fin à la guerre de 14-18. Les pays en cause, et particulièrement la Syrie pour ce qui concernait la France, commençaient à engager une véritable lutte armée. L'aviation était donc un des éléments primordiaux des combats qui mettaient aux prises les Français et les rebelles. Mermoz quitta le bateau pour s'installer dans une camionnette qui, à travers la ville, l'emmena en compagnie d'autres camarades vers le dépôt de transition aéronautique, lieu obligé de rassemblement des aviateurs avant qu'ils soient dirigés vers leur point d'entraînement et de chute. Là, derrière une table, un scribouillard qui suçait un crayon d'un air inspiré demandait nom, prénom et qualité dans la plus pure tradition bureaucratique. Puis, tirant à lui une longue feuille de papier, il se mettait à suivre de la pointe de son crayon une liste de noms qu'il lisait en silence. Enfin il parla. Il prononça « Jean Mermoz », qu'il fit suivre deux mots dont le caporal Mermoz s'efforça de saisir le sens. « Camp d'entraînement, Saïda, puis affectation Tadmor. »« Quoi ?»« Affectation Tadmor, ou Palmyre, » reprit le scribouillard en détachant les dernières syllabes. « Ben, » reprit le bonhomme, « c'est loin dans le bled. Arrivé à Damas, de là il reste 200 kilomètres à faire à pied. »« 200 kilomètres ? Tu te fous de moi ? » ?»« Non, c'est comme ça, vous êtes une douzaine à partir. »« Tadmor, 200 kilomètres à pied à partir de Damas. Pour un aviateur, c'est louftingue. » Affecté 2 mois au camp d'entraînement de l'aéronautique du Levant à Saïda, 40 km au sud de Beyrouth, Mermoz fut placé sous les ordres du commandant Denain. Il avait survolé la côte, les vergers, les monts du Liban. Il avait admiré Beyrouth de loin. Au dépaysement que lui avait apporté la découverte de l'Orient coloré, s'était mêlée une joie quasi enfantine. Le spectacle du désert éveillait chez Mermoz un sentiment nouveau, profond. Le garçon à l'extrême sensibilité sentait confusément qu'il abordait, en même temps qu'à cette terre inconnue et toujours mystérieuse, une étape décisive de sa vie. La France était loin. Ce n'était pas seulement 3000 kilomètres qui le séparaient d'elle. Hier encore, il voyait les vagues de la Méditerranée frapper la côte entre Beyrouth et Saïda. Le bateau qu'il apercevait à l'horizon avait quitté Marseille 5 jours plus tôt, ou entrait dans le grand port provençal dans moins d'une semaine. Les liens n'étaient pas rompus. Des souvenirs vivaient toujours, trop tristes ou trop irritants. Quête stérile de l'adolescent, attente inquiète d'une vocation, échec. Puis l'armée, Istres, où Mermoz avait appris à piloter entre une corvée de cailloux et une corvée d'enterrement. Metz, où au lieu de l'esprit d'escadrille, il avait trouvé une discipline mesquine et partisane, plutôt rare dans l'aviation. Tout cela allait s'éloigner davantage, se défaire. Seuls demeuraient intacts les liens de l'amour entre la mère et le fils. Une osmose de tendresse que le partage d'une vie difficile avait établie et que des lettres échangées par dizaines allaient entretenir. Avant de quitter la France, Mermoz écrivait à sa mère « Maintenant, ma petite maman, restons seuls tous les deux, que je t'embrasse, que je te prenne encore une fois dans mes bras. Et puis à quoi bon tant de mots, tant de phrases? Je t'aime. Une caresse à mon chien et un bon souvenir à mes souvenirs. »
Arrivé à Damas fin novembre 1922, il n'avait guère vu dans le soir tombant que la caserne turque, immense, lourde et sombre bâtisse, où il avait couché, à même le sol dur et froid, en arrivant de Beyrouth. Il y avait dormi malgré l'épouvantable sarabande de rats énormes qui passaient sur le corps et arrachaient des jurons et des cris d'effroi aux garçons qui cherchaient vainement le sommeil. Un matin, en descendant du camion qui nous amène de Damas, se trouve le terrain d'aviation. Une douzaine d'hommes à être incorporés à une trentaine de légionnaires pour former une modeste colonne qui diminuera tout au long du parcours par la soustraction de quelques éléments prélevés çà et là pour remplacer dans les postes des soldats partis ailleurs, parfois dans le néant ou dans les banlieues damascènes, là où commencent les foyers de l'insurrection. Ils ne sont que quelques-uns parmi le personnel navigant. En demandant au commandant qui regarde le rassemblement pourquoi les 2 navigants qui peuvent faire la traversée en un peu moins de 2 heures sur Breguet 14 doivent partir à pied, il répond « Parce que l'avion, ici, n'est pas prévu pour ceux qui se promènent. Vous volerez quand vous serez sur place. » Puis, comme tous les autres, Mermoz est équipé d'un fusil, de cartouches, d'un bidon de café, de quelques vivres dans une musette. Les grandes portes de la caserne s'ouvrent lentement comme les rideaux d'un théâtre. Le spectacle est l'image de ce qui les attend à longueur de journée une fois sortis de la ville. Une étendue de collines d'un jaune gris, vide, nu, qui bute sur le ciel. Le bled. La colonne se met en marche d'un pas tranquille, sans ordre établi. Elle est commandée par un adjudant de la Légion qui porte en bandoulière un fusil de chasse. Le fusil de guerre doit se trouver dans l'un des arabas qui ferment la colonne. Ce sont 2 voitures légères tirées par des mulets. Dans le premier arabat sont déposés sacs à dos et bardas qu'il retrouverait le soir à l'étape. Il y a aussi des caissettes de cartouches et quelques outils, des pelles, des pioches. Dans le deuxième, 2 grandes caisses sont alignées côte à côte. Elles renferment le ravitaillement, boîtes de singe, viande de bœuf en conserve, boules de pain, biscuits, café. Leur forme semble étrange, leur longueur par rapport à leur largeur démesurée. Il paraît qu'elles peuvent en cas de besoin servir de cercueil. C'est une innovation, semble-t-il. Il est arrivé que des soldats meurent en chemin de maladie ou l'été d'insolation. Pour les enterrer, on creuse rapidement un trou peu profond, le sol du désert est dur, et on recouvre leur corps de terre et de pierre, comme font les bédouins quand l'un des leurs meurt dans une tribu. La nuit suivante, il ne restera sur place que quelques os vite dispersés. Les charognards et les vautours seront venus, après les chacals et les hyènes, chercher une pitance que seule la mort peut leur fournir. La colonne s'étire sur la piste où l'on marche par petits groupes. En tête, le groupe le plus important, celui des bons marcheurs, des types entraînés, les légionnaires. Les autres suivent, par 2 ou par 3, s'espacant un peu plus, au fur et à mesure qu'augmente la distance parcourue. On marche en silence. Les conversations du départ se sont éteintes l'une après l'autre. Il faut économiser son souffle en regardant devant soi la piste interminable. Elle a au moins 2000 ans, cette piste. Il n'y a pas de bande kilométrique, pas de poteaux indicateurs. On ne compte pas en kilomètres, on compte en temps chaque jour, d'un point d'eau à un autre point d'eau. Après avoir mangé, l'adjudant conseille de se coucher et dormir. L'étape du lendemain, plus longue, sera plus dure encore pour ceux qui ne sont pas entraînés. Le jour, le soleil, pas une ombre. La température monte parfois à 30 ou 35 degrés. La nuit, elle peut descendre au-dessous de 0. L'opulente capitale de la reine du désert. 200 km séparent Damas de Palmyre, un peu moins de 2 heures en Breguet 14. Lorsque Mermoz arriva en vue de l'antique cité de Zénobie, le soleil touchait l'horizon. Ses derniers rayons illuminaient les ruines de ce que fut l'opulente capitale de la reine du désert. Parmi les pierres tombées, parmi les fûts de marbre qui depuis 2000 ans ont fait leur nid dans le sable, se dressent encore des colonnes solitaires, des colonnades en sinistres rangées, des portiques mutilés. Le temple de l'amour a jamais déserté.
le temple du soleil qui abrite dans ses ruines les pauvres maisons du village de Tadmor où vivent quelques bédouins indifférents à tant de grandeur anéantie. C'était là que Mermoz allait vivre. Il aurait sa tente non loin des ruines qui lui rappelleraient l'inanité de l'orgueil au cœur du désert, où l'on frôle sans cesse le divin et la mort, sous un ciel souvent limpide, où il déploierait ses jeunes ailes avides d'espace. Les aventures tant rêvées commençaient, écrit Mermoz, en rappelant qu'il venait d'être affecté comme caporal à l'escadrille de Palmyre. Il aurait pu écrire « L'aventure commençait ». Au désert, la vie est déjà une aventure, celle qui révèle l'homme à lui-même, le prend et l'élève, l'accable et le libère. Donc, le 4 décembre, Mermoz est affecté à Palmyre dans une escadrille du Bled. À cette époque, une escadrille du Bled constituait à elle seule un petit monde. L'isolement, la rareté des nouvelles, les lettres les plus récentes étaient vieilles de 10 ou 12 jours. Le danger, la dissidence était partout, passaient les réseaux de fils de fer barbelés qui entouraient le camp. Les difficultés matérielles, l'ingéniosité, de quels moyens rudimentaires elle disposait, remplaçaient le confort. Une nourriture quelconque, peu variée, l'absence de filles, tout cela ronge le faible et le pousse à gémir. C'était bien fait pour affermir un garçon de 20 ans qui aspirait à autre chose qu'à une vie étale, tranquille, sans but élevé. Une poignée d'hommes rassemblés au cœur du désert, courant les mêmes risques, exaltés par un même idéal, ne peuvent être que des camarades. Certes, toutes les rivalités ne disparaissent pas. Les hommes restent des hommes, mais de leurs actes qui se complètent, se nouent et s'enchaînent, naît un sentiment d'une espèce rare et durable, un ciment qui renforce leur amitié, rend plus viril encore leur affection. La camaraderie forgée dans cette rude solitude est une des plus solides. Elle dispose l'homme à la compréhension mutuelle, elle annihile maintes causes de discorde, tant de choses auxquelles on attache de l'importance ailleurs deviennent dans l'incomparable dénuement des sables sans intérêt, inutile. Vrai. Elle égalise sans la détruire la hiérarchie qu'elle transforme, modifie. À la notion de subalterne, parfois dégradante dans l'armée où Mermoz eut tant à en souffrir, elle substitue celle des valeurs dont les critères sont l'esprit d'initiative et de décision, le sens des responsabilités, le courage. Dans cette camaraderie, l'entraide, le dévouement prennent un sens plus affirmé, plus consistant. Mermoz allait adhérer à ce changement profond qui comblait ses aspirations. Le sergent Mermoz est sous les ordres du général Denage. Au Levant, le rôle de l'aviation était étroitement lié aux opérations de pacification, soutien des forces terrestres, ravitaillement des postes isolés, transport des malades et des blessés. Les escadrilles du Bled sont souvent en action. Mermoz va voler tout son sou. Les difficultés consécutives au climat, la navigation au picomètre, les atterrissages à la tombée du jour, parfois même la nuit venue si vite, sans autre éclairage que les 3 feux d'essence disposés en triangle sur le terrain, vont aguerrir le jeune pilote, le former rapidement. Elle l'exalte, le grise, renforce et nourrit une passion du vol qui ne le quittera plus jamais. Il est principalement chargé de missions d'évacuation sanitaire à l'aide du Breguet 14. Mermoz s'impose à ses chefs, particulièrement aux plus exigeants.
à celui qui commande l'aviation du Levant. On voit arriver en plein bled aux commandes de son avion accompagné de son mécanicien. Plus tard, le général Denain, ministre de l'Air, se souviendra du sergent Mermoz et apportera aux pilotes de ligne l'appui le plus efficace et aussi le plus amical. En feu au-dessus du désert. Le Breguet 14 qui équipait les escadrilles du Levant était un avion solide et sûr. Il avait commencé une carrière brillante en 1916 dans l'observation au-dessus des lignes. Nul autre appareil ne pouvait rivaliser avec ce vétéran resté jeune dans un service aussi difficile que celui qui exigerait les vols au-dessus du désert, mais il était de son époque et n'échappait pas à une maladie fort répandue. Les moteurs étaient sujets à des pannes dont les causes et la fréquence sont inimaginables aujourd'hui. Au retour d'une mission dans la région de l'Euphrate, le moteur de Mermoz prend feu. Le pilote parvient à le poser à temps, ni lui ni son mécanicien ne sont blessés, mais autour d'eux, le désert. Les deux hommes n'ont pas de vivres, pas une goutte d'eau. Cela se passe au mois de mars. La température au soleil, il n'y a pas d'ombre, monte à 35 degrés. La nuit, elle tombe à 3 ou 4 degrés. Les aviateurs vont marcher pendant 4 jours et 4 nuits. Ils connaîtront l'inquiétude, voire l'angoisse. Ils subiront les souffrances de la soif, de la déshydratation, les affres de l'hallucination, le délire. Le mécanicien tombe le premier. Mermoz se traîne jusqu'à la piste qui relie Deir ez-Zor à Palmyre. Sur cette piste, où il ne passe parfois âmes qui vivent et secourables pendant des semaines, des maharistes le ramassent à demi-mort, ils le ramènent à Palmyre avec le mécanicien. Cette panne dans le désert, c'est la trempe ultime. L'homme en sort vulnérable ou invincible à jamais. Mermoz n'aura plus rien à redouter. Le 12 janvier 1923, départ de Palmyre. Fin février, nommé sergent, Mermoz quitte le Levant. En juin, il rejoint la 3e escadrille du 21e régiment d'aviation de bombardement à Essel et Nancy. Il revient en France alors que s'amoncelaient les nuages de la grande révolte syrienne et du Djebel Druze. Près de 40 000 soldats, principalement des Nord-Africains, des Sénégalais, des Malgaches et des Syriens, parmi lesquels des hommes venus de métropole, ont été engagés, soutenus par une artillerie nombreuse, des dizaines d'avions et d'engins blindés. Au terme de batailles sanglantes, la France a pu mettre fin à cette révolte en 1925, mais pour obtenir ce résultat, l'armée du Levant a perdu environ 6 000 soldats, disparus ou morts au combat ou des suites de maladies. Plusieurs milliers de Druzes ont péri pendant cette grande révolte.
Joseph Kessel va en Syrie en 1926. Il en reviendra avec un livre, En Syrie. L'un des chapitres est intitulé « Comment j'ai bombardé Souaïda ». Kessel va à l'aéroport de Damas, où un avion militaire doit l'emmener à Dera. Ancien pilote de guerre de 14-18, il est accueilli amicalement par l'escadrille. Les pilotes racontent. Sans doute, il n'y a pas de chasseurs allemands ici, mais toute panne en principe est mortelle. D'abord le terrain et puis les Druzes. Ils nous en veulent terriblement. Si l'on tombe chez eux, c'est la mort et la mutilation. Savez-vous qu'ils mangent le cœur des guerriers pour se donner plus de vigueur? Et ils tirent bien, dit un pilote. Je suis revenu plus d'une fois avec une vingtaine de balles dans la carlingue. Nous allons faire un petit crochet, me prévient mon pilote, tandis que nous nous dirigeons vers l'appareil. Je dois bombarder Souaïda. Un moment, j'ai voulu changer de passager, mais puisque vous connaissez la manœuvre, vous la ferez aussi bien qu'un autre. Alors c'est entendu, je passe au-dessus de la ville, je vous fais signe. Que Damas est belle vue ainsi. Elle s'étire comme une longue et souple femme, les membres mollement déployés au milieu de sa gaine verte. Ses minarets si fins, si purs, la hérissent d'une forêt sacrée. Maintenant, il ne s'agit plus de voyager en touriste. Les yeux fixés tantôt sur le pilote, tantôt sur la plaque vitrée qui, au fond de la carlingue, permet de voir d'aplomb le paysage, j'attends. Pour que le bombardement réussisse, c'est une question de secondes. À mes pieds, je vois les premières maisons, de petits jardins. Le pilote lève le bras, je tire sur les manettes, une trompe de fumée monte de la ville, puis une autre, une troisième, déjà l'appareil change de direction. En avril 1926, d'importantes forces françaises reprennent Souaïda pour la deuxième fois. Il y aura 81 morts et 310 blessés du côté français. 1000 Druzes seront tués. La réputation de stratège du général Gamelin grandit. Nous le retrouverons général en chef en France en 1940. La résistance druze se poursuivra jusqu'en 1927. Les derniers rebelles se dissimulant dans les grottes du Léja, ensemble basaltique pratiquement impénétrable.